Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction du sous-test d'expression du test blanc numéro 1, appréhendé du programme Battre le Taj-Maj. Test blanc numéro 1 où l'idée c'était un peu de faire un panorama des différentes questions et des différents concepts qu'on peut retrouver dans les 6 sous-tests de l'épreuve. Donc dans le test d'expression, pareil, on fera un tour d'horizon assez large de ce qu'on peut trouver dans un texte d'expression au Taj-Maj. Cette correction, tout comme le test blanc numéro 1, évidemment, fait partie du programme Battre le Taj-Maj qui comporte donc des tests blancs, 6 pour être précis, qui sont tous corrigés en vidéo intégralement. Chaque question de chaque sous-test a une correction détaillée en vidéo, mais au-delà de ça, le programme Battre le Taj-Maj, c'est aussi une préparation complète à cette épreuve par des cours dans les 6 sous-tests de l'épreuve, une cinquantaine de cours qui sont disponibles toujours gratuitement en vidéo ou en PDF sur notre site internet ou même dans des versions papier ou numériques, notamment une version pour Kindle ou une version iPad et MacBook. Et enfin des milliers d'exercices. Tout ça disponible sur notre site internet dont vous avez le lien en bas de l'écran. En bas de l'écran, vous avez un autre lien. C'est le lien pour télécharger le test blanc numéro 1 et donc retrouver les questions qu'on va traiter dans cette correction si jamais vous ne les aviez pas encore étudiées. Commençons par les questions 1 à 5 qui portaient sur un ensemble suivi, c'est-à-dire une succession de phrases ou de courts paragraphes. En guise d'ensemble suivi, on avait un extrait des mythologies de Roland Barthes, et plus précisément un extrait de la mythologie du vin. Si j'ai choisi de commencer ce test par un ensemble suivi, c'est parce que c'est une tendance qui a de fortes chances de prendre de l'importance au Taj-Maj en 2016 et dans les années suivantes. Pourquoi? Parce que Lafneige, donc le concepteur du Taj-Maj, dans son test dédié au Bac+2, le Taj 2, a introduit cette notion d'ensemble suivi il y a 3 ans en remplaçant l'épreuve de mémorisation de texte par 2 nouvelles épreuves, lexiphrase et paratexte, qui portent justement sur des ensembles suivis. Et on commence à voir peu à peu ce genre d'ensemble suivi au Taj-Maj. Ça ne change pas fondamentalement grand-chose, sauf qu'il faut bien garder à l'esprit que quand on va nous parler du sens de certains mots, on peut se référer au paragraphe suivant ou précédent. Question 1, on nous demandait quel est le meilleur antonyme de galvanique dans la phrase « Le vin supporte une mythologie variée qui ne s'embarrasse pas des contradictions. Cette substance galvanique est toujours considérée, etc. etc. » Alors qu'est-ce que c'est qu'une substance galvanique? Galvaniser, ça vient du scientifique italien Galvani, d'accord, qui va faire transir et animer des corps décédés par l'électricité dans certaines expériences. Donc au sens propre, voilà, c'est vraiment ressentir une transe, des convulsions par l'électricité. Ici, ce qu'il fallait bien comprendre, c'est que galvanique, c'était pas dans le sens nous transir de convulsions d'électricité, non, c'était dans le sens nous donner de l'énergie, de l'entrain. Alors, l'inverse aurait été nous mettre à plat, si j'ose. Ici, ce qu'il fallait comprendre, c'est que galvanique, on ne l'utilisait pas au sens propre, on ne l'utilisait pas au sens de nous transir d'électricité, on l'utilisait au sens de nous donner de l'entrain, de l'énergie. Alors on cherche quelque chose qui nous aurait plutôt retiré de l'entrain, retiré de l'énergie. Pétrifiante, qui aurait été l'antonyme de galvanique au sens propre, ne convient plus vraiment. Glaçante non plus, avilissante, il n'y a pas vraiment de lien. Alors démoralisante ou stupéfiante. Stupéfiante, pareil, dans son sens original, aurait pu convenir, mais aujourd'hui, le sens commun de stupéfiant, ça va désigner les effets de substances qui, en effet, nous endorment, nous démoralisent, mais aussi de substances qui vont, au contraire, nous donner de l'énergie. Donc, ce sera démoralisante qui sera le meilleur antonyme. Donc, question 1, réponse A. Question 2, on garde le même texte, c'est-à-dire le vin supporte une mythologie variée qui ne s'embarrasse pas des contradictions. Cette substance galvanique est toujours considérée comme le plus efficace. Du moins, la soif sert à sa consommation. Alors, parmi ces 5 couples, lequel intégrerait les espaces indiqués par les points de suspension de la manière la plus pertinente? On nous dit on ne s'embarrasse pas des contradictions. Donc ça veut dire qu'on doit avoir une contradiction par rapport à galvanique. Ok? Donc si on nous disait des désinhibants, non, parce que galvanique et des désinhibants, ce ne serait pas une contradiction, ce serait la même chose. Alors on peut déjà supprimer la E.
Des filtres. Des filtres, je ne vois pas vraiment le rapport, on peut l'éliminer aussi. Des remèdes quotidiens. Il n'y aurait pas vraiment de contradiction et surtout pourquoi nous parlerait-on de remède, sachant qu'après on nous parle de la soif qui va servir de justification à sa consommation. Donc on peut éliminer celle-ci, il nous reste le plus efficace des désaltérants, ou du moins la soif sert de premier alibi à sa consommation, ou le plus efficace des rafraîchissements, ou du moins la soif sert d'objection à sa consommation. Évidemment, si on le considère comme le plus efficace des désaltérants ou des rafraîchissants, eh bien c'est que la soif nous sert de justification, d'alibi à sa consommation, réponse A, et pas d'objection. Donc 2A. 3. Il est avant tout une substance de conversion capable de retourner les situations, les états, et d'extraire des objets leur contraire, de faire par exemple d'un faible un fort, d'un silencieux un bavard, d'où sa vieille hérédité alchimique, son pouvoir philosophique de transmuter ou de créer ex nihilo. Pour le travailleur, le vin sera qualification, facilité démiurgique de la tâche. Quelle est la meilleure reformulation au passage soulignée? Alors, on est dans un vocabulaire un peu poussé, un peu soutenu, dans un paragraphe un peu abscon, mais ce qu'on comprend, c'est que le vin pour le travailleur, s'il est qualification, facilité de la tâche, c'est qu'il va l'aider. Donc, il ne sera pas une évasion artificielle à l'enfer du prolétariat ou donnera l'illusion d'une sinécure qui sont totalement extrémistes, hors contexte, moralistes, alors qu'on n'est pas du tout dans ce texte-là. Et on hésite entre B, C et D. Aidera à mettre du cœur à l'ouvrage, permettra de gagner sa croûte ou mâchera le travail. Permettra de gagner sa croûte, non, il ne nous dit pas que le travail se fait tout seul, il nous dit qu'il a une sorte de facilité démiurgique. Même sans savoir ce que veut dire démiurgique, on comprend qu'il le facilite, d'accord, mais pas qu'il le donne tout cuit. Donc on peut éliminer C, il nous reste aidera à mettre du cœur à l'ouvrage ou mâchera le travail. Aidera à mettre du cœur à l'ouvrage, l'avantage c'est qu'on respecte un peu le style du texte, on n'est pas dans du familier, on reste dans un registre qui est plutôt correct et c'est au fond un peu ça facilite la tâche si on met du cœur à l'ouvrage et nous aide à mettre du cœur à l'ouvrage. Faciliter, mâchera le travail, oui c'est faciliter le travail aussi, c'est peut-être un peu plus familier. J'ai une légère préférence pour la B, mais ici B et D peuvent convenir. C'est le principe de ces questions basées sur des textes. On a souvent deux questions, deux propositions sur lesquelles il est difficile de trancher. J'ai une préférence pour B, donc j'ai choisi la réponse B, 3B. Alors une question pour le coup où la réponse est incontestable. On nous demande le nombre de fautes d'orthographe. Dans ce court passage, pour l'intellectuel, il aura la fonction inverse. Le petit vin blanc le délivrera des mythes. Alors évidemment, les mythes ici, ce n'est pas l'insecte. Les mythes, c'est ceux qui viennent des mythologies. Donc ça s'écrit comme ça, une première faute. Lui ôtera son intellectualité. Ôtera, on a oublié notre accent circonflexe. Intellectualité, il y a deux L. À intellectuel, et donc à intellectualité. En plus, on avait le mot intellectuel juste avant, donc on pouvait le savoir. L'égalera au prolétaire. Pour le vin, l'intellectuel s'approche d'une virilité naturelle. Virilité, il y a un seul L. Et pense ainsi échapper à la malédiction. Échapper à la malédiction, échapper, il y a deux P. Qu'un siècle de romantisme continue à faire peser sur lui. Un siècle, c'est un accent grave. On avait donc 6 fautes dans ce court passage, réponse B. Et enfin, question 5, on nous demandait quelle figure de style est utilisée à plusieurs reprises dans la fin du texte, c'est-à-dire dans le véritable antivin est aujourd'hui le lait. Dans la grande morphologie des substances, le lait est contraire au feu par toute sa densité moléculaire, par sa nature crémeuse et donc sopitive de sa nappe. Le vin est mutilant, chirurgical, il transmute et accouche. Le lait est cosmétique, il lie, recouvre et restaure. Alors, quelle figure de style on trouve ici? Il faut évidemment savoir chacune des figures de style qu'on nous propose, ce qu'elles recouvrent pour pouvoir conclure. Une synecdoque, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on trouve très souvent en tâche-mâche. Ça veut dire le tout pour une partie. D'accord? Quand je dis on voyait les voiles arriver au loin, ce n'est pas les voiles qu'on voyait, c'est les bateaux.
Quand je dis elle a 18 printemps, on ne parle pas de printemps. Une partie de l'année, on parle 18 ans. Donc l'année entière. On prend le tout pour une partie, on prend une partie pour le tout, c'est ça une synecdoque. Ici, on n'en a pas. L'antonomase, on n'en a pas ici, on en reparlera tout à l'heure. L'allégorie, c'est quand on représente de manière concrète quelque chose d'abstrait. D'accord ? Par exemple, la statue Place de la République est censée représenter la République. Donc on a une statue qui représente un concept très abstrait qui est la République. Dans les tribunaux, la balance va représenter la justice. Donc on a quelque chose de concret, hein, un outil qui va représenter un concept abstrait. Ce n'est pas vraiment le cas ici. La métaphore, qui est une comparaison sans outil de comparaison, bah oui, c'est exactement ce qu'on a. Le vin va être comparé au feu, ensuite à un outil, le lait va être comparé à un médicament, et puis à du savon, des choses comme ça. Et on n'a pas d'outil de comparaison, d'accord ? Quand on nous dit le vin est mutilant, chirurgical, il transmute, on ne nous dit pas il est chirurgical parce qu'il coupe comme un scalpel de chirurgien. Non, on nous laisse nous-mêmes faire l'association. Donc c'est bien une métaphore et pas une comparaison. On a plusieurs métaphores en effet. Et le zeugma, c'est un déplacement dans la phrase qui va être correct grammaticalement, mais qui va être contre l'usage et qui va nous produire un petit effet un peu bizarre. Par exemple, plusieurs compléments pour un antécédent, donc un verbe, qui vont nous paraître bizarres. Musset qui nous dit « ils savent compter l'heure et que la Terre est ronde ». Autrement dit, ils savent compter l'heure et ils savent que la Terre est ronde. Mais quand on met à savoir les deux compléments, compter l'heure et la Terre est ronde, ça nous semble un petit peu bizarre à l'oreille. Ils savent compter l'heure et que la Terre est ronde, alors que pourtant c'est grammaticalement correct. C'est un zeugma. Donc ici, on avait plusieurs métaphores. Réponse D. Question 6. Fier comme Artaban, fier comme un pan, fier comme un coq, fier comme un turc, fier comme un pou. Laquelle de ces expressions est incorrecte? Alors on est bien fier comme Artaban, comme un pan, comme un coq ou comme un pou, mais par contre on est fort comme un turc. Donc réponse D, c'est pas fier comme un turc, mais fort comme un turc. Question 7. Quelle proposition viole les règles d'accord des couleurs? On nous parle de chaussettes rouges. On nous parle de chaussures bleu-vert. On nous parle de chemise rose. On nous parle de cravate pourpre. Et on nous parle de lunettes turquoises. Alors, concernant les couleurs, on a deux types de couleurs. On a des couleurs qui sont uniquement des couleurs, qui ne représentent rien dans la réalité, rien de concret. Par exemple, vert, jaune, bleu, ce sont uniquement des couleurs. Hein. C'est le premier sens de ce mot. Mais par contre, on a un certain nombre de couleurs qui sont dérivées du nom d'un objet, du nom d'un animal, du nom d'une pierre précieuse. Hein. Par exemple, eh bien, quand on dit rose, ça vient de la fleur, de la rose. Quand on dit canari, ça vient de l'oiseau. Quand on dit pomme ou quand on dit prune, ça vient du fruit. Alors, les couleurs qui sont exclusivement des couleurs, en règle générale, vont s'accorder. Les couleurs qui sont dérivées d'un nom commun, dérivées de quelque chose de tangible, ne vont pas s'accorder. Donc, a priori, rose, pourpre et turquoise, qui viennent d'une étoffe, qui viennent d'une fleur, qui viennent d'une pierre, normalement ne devraient pas s'accorder. Avant de voir pourquoi certaines vont s'accorder, bleu-vert, ici, est-ce que c'est correct ou incorrect? Alors, bleu-vert, qu'est-ce qu'on a fait? On a un nom composé. Composé de plusieurs couleurs, ce sera toujours invariable. Donc, quand on a un nom composé de plusieurs couleurs, c'est toujours invariable. Donc, rouge ici devait bien s'accorder, c'est correct. Bleu-vert est invariable, donc c'est correct. Par contre, on a ici trois couleurs qui normalement ne devraient pas s'accorder parce qu'elles dérivent de quelque chose de tangible, mais qui sont accordées. Alors pourquoi? Eh bien parce que cette règle-là supporte énormément d'exceptions. On va accorder châtain, écarlate, rose, vermeil, pourpre, incarnat, mauve, violet, fauve et des tas d'autres. Donc ici, rose et pourpre, on doit les accorder
par exception, et c'est turquoise qu'on n'accordait pas, on devait dire turquoise, sans S, et qui était fautif, donc réponse E. Les couleurs, c'est quelque chose qui revient régulièrement, donc allez voir le contenu que j'ai mis à ce sujet dans le livre sur les accords des couleurs, parce que clairement, c'est peut-être un test sur 2 ou un test sur 3 qui va comprendre une question sur les couleurs, et c'est 5 points facilement gagnés que de connaître celles qui s'accordent et celles qui ne s'accordent pas. Question 8, nous voilà déjà jeudi soir, je doute que nous, à boucler ce rapport lundi. On doit compléter les pointillés avec le verbe arriver. Alors arrivions, arriverons, arriverons, arrivation, arrivâmes. Qu'est-ce qu'on cherche en réalité comme temps? Si on a cette notion de doute dans la principale, je doute, eh bien dans la subordonnée, la partie de phrase qui va commencer par que, on va employer le subjonctif. Donc je doute que nous arrivions à boucler ce rapport lundi. Réponse A. Question 9. J'ai été frappé par la vacuité de l'allocution du directeur. Par quoi remplace-t-on vacuité? L'incohérence des propos, l'orgueil qui se dégageait du discours, les sornettes que débitait, le verbiage inconsistant ou l'ignominie des propos. Quand on dit la vacuité de l'allocution du directeur, eh bien on parle du vide, ces propos. Donc on ne fait pas de jugement de valeur. On ne dit pas qu'ils sont incohérents, on ne dit pas qu'ils sont orgueilleux, qu'ils sont faux, que ce sont des sornettes, ou alors qu'ils sont ignobles, qu'ils font l'ignominie des propos. Donc la seule qui va correspondre, c'est le verbiage inconsistant. D'accord? Verbiage inconsistant, donc rien à dire, c'était bien de la vacuité, un discours vide, mais on n'a pas de jugement de valeur sur ce que nous a dit le directeur. Réponse D. Question 10, on revient à notre notion d'antonomase. L'antonomase, c'est donc le remplacement d'un nom propre par un nom commun ou d'un nom commun par un nom propre. On va voir quelques exemples dans le texte ci-dessous où on nous demande combien on compte d'antonomases. Malgré sa réputation d'harpagon, Bernard s'est plutôt révélé être un généreux mécène. Alors on en a déjà un premier. On remplace le mot avare, donc un nom commun, malgré sa réputation d'avare, Bernard s'est révélé être un mécène, par un nom propre, c'est-à-dire harpagon, d'accord, qui est devenu du coup un peu l'archétype de l'avare et qu'on utilise maintenant comme un nom commun pour parler de quelqu'un d'avare. Donc on a fait une antonomase, on a remplacé un nom commun par un nom propre. Bernard s'est révélé être un généreux mécène, eh bien c'est exactement la même chose. Pour dire un généreux donateur, on va utiliser le nom de mécène qui est devenu l'archétype des donateurs. Quand il a appris que financer ma start-up lui vaudrait une clémence de Bercy. Eh bien Bercy c'est la même chose. Ici on remplace un nom commun, des services fiscaux par exemple, services fiscaux, on le remplace par Bercy, donc le nom d'une rue où sont implantés les services fiscaux. Au-delà de son investissement financier, il s'est aussi révélé être un véritable mentor. Eh bien c'est pareil. Mentor, on peut dire par exemple que c'est un conseiller, et on utilise mentor, donc un nom propre, le précepteur de Télémaque. Et un homme de réseau, en 3 coups de fil, il a réussi à convaincre une ancienne égérie de Chanel. Pareil, égérie à la base, c'est le nom d'une nymphe. Donc on pourrait mettre ici une représentante, une très belle femme, et on utilise le mot égérie qui à la base est un nom propre, celui d'une nymphe, dans la mythologie toujours. De participer à notre campagne publicitaire. Sa silhouette s'est affichée sur tous les abribus de la capitale pendant 2 semaines. Alors, ici, on a un d'extrêmement compliqué, c'est silhouette. Silhouette, qui veut donc dire dessin des courbes du corps, on va dire. Eh bien, c'est également une antonomase, parce que Silhouette, c'est le nom d'un préfet de Paris contre qui on avait fait des caricatures, en le représentant justement comme ça avec des traits fins, et c'est resté. Il est devenu, son nom propre est devenu la façon de désigner ce genre de dessin. Extrêmement compliqué et même honnêtement quasiment introuvable, sauf pour des spécialistes. Surtout les abribus de la capitale pendant 2 semaines. Alors les abribus, pareil, abribus c'est une
marque de JC Decaux pour dire voilà l'arrêt d'autobus, eh bien on va utiliser l'abribus, on va substituer un nom propre à un nom commun. De la capitale, eh bien pareil, de la capitale, ici on parle de Paris et on utilise un nom commun, cette fois-ci on utilise capitale pour représenter un nom propre, Paris. Pour fêter ça, il m'a invité à dîner jeudi dernier et de fil en aiguille, nous avons passé la nuit à refaire le monde en buvant du Saint-Émilion. Eh bien c'est pareil, on utilise le nom d'un saint, donc un nom propre pour représenter du vin, donc un nom commun, à refaire le monde en buvant du Saint-Émilion et en fumant des gitanes. Quand on fume des gitanes, évidemment, on fume des cigarettes, on ne fume pas des bohémiennes, mais on va utiliser un nom commun, donc les gitanes, les bohémiennes, pour représenter quelque chose d'un nom propre, hein, en tout cas une marque de cigarette. Donc ici on avait 10 antonomases, réponse E. Au-delà de découvrir quelques-unes de ces antonomases et d'enrichir peut-être un petit peu votre culture générale, cette question, je voulais lui mettre un autre intérêt. C'est que si vous avez réussi à en trouver quelques-unes, par exemple de dire que Avare Harpagon, c'était une antonomase, service fiscal Bercy, conseiller mentor, donateur mécène, peut-être abribus et Paris ou Saint-Émilion qui étaient les plus faciles. C'est grâce à la formulation de la question. On vous a dit une antonomase, c'est quand on substitue un nom propre par un nom commun. Parce que c'était assez compréhensible. Mais au Taj-Mahal, souvent, l'autre difficulté va venir de la formulation de la question. Parce que si j'avais mis une antonomase est un type de métonymie dans lequel un nom employé habituellement pour désigner quelque chose représenté blablabla. Et je vous avais fait une définition de 2-3 lignes avec du vocabulaire abscon, ben vous n'auriez pas su ce qu'était une antonomase. Et c'est souvent le cas au Taj-Mahal, quand on va vous parler de ce qu'est une synecdoque, par exemple, qui est une figure qu'on voit de temps en temps, ou alors d'une anaphore ou de ce genre de choses, on va vous mettre une définition tellement complexe que vous n'allez pas savoir ce qu'est la figure de style, et en plus vous allez perdre du temps à essayer de comprendre cette définition-là. Donc très important de savoir, avant d'aller à l'épreuve, les différentes figures de style. Il y a un cours d'ailleurs là-dessus dans le livre. Question 11, on est dans ce qu'on appelle une meilleure reformulation. Ça veut dire qu'on va avoir une phrase, un énoncé, on va nous proposer 5 propositions, la formulation originale et 4 autres formulations un petit peu dérivées, on va nous demander quelle est la meilleure. Donc quelle est la meilleure, comme toujours, dans l'épreuve d'expression, en tenant compte de l'orthographe, qui est le critère le plus important, du sens, qui est le critère juste immédiatement suivant, et du style, qui est le critère qui va nous permettre de trancher parfois entre les propositions qui restent. Alors, quelques 500 000 personnes manifestaient place du Parlement pour demander l'abdication du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui changeait? Parce que c'est ça qu'il faut savoir identifier dans ces phrases-là. Qu'est-ce qui changeait d'une phrase à l'autre? 500 000 personnes manifestaient place du Parlement, c'était toujours la même chose. Pour demander toujours la même chose, du gouvernement toujours la même chose. Alors, en réalité, ce qui allait juste varier, c'est l'écriture de quelque et le verbe, qu'est-ce qu'il demandait au gouvernement. Alors, ici, quelque, c'est très important de bien le comprendre, il y a une distinction entre quelque au singulier et quelque au pluriel. Quelque au singulier, ça veut dire environ. Donc quelques 500 000 personnes, ça veut dire environ 500 000 personnes si quelque est au singulier. Et quelque au pluriel, ça veut dire un peu, une petite quantité. Donc ici, ce n'est pas une petite quantité. 500 000 personnes, c'est énorme. Donc c'est environ 500 000 personnes. On cherche quelque au singulier. Il nous restait donc à conclure sur le verbe, sur la demande qu'il formulait à l'égard du gouvernement. Est-ce que c'était l'abdication A, la démission C ou la renonciation E? Alors un gouvernement n'abdique pas, c'est un roi qui abdique et ne renonce pas. C'est le pape qui renonce. Donc le gouvernement démissionne. Quelques 500 000 personnes manifestaient place du Parlement pour demander la démission du gouvernement. Réponse C. Question 12. Tu trouveras ci-joint les chroniques que j'ai relues pour en améliorer l'orthographe et la syntaxe. Déjà, on avait une faute d'orthographe au mot orthographe, justement, dans la réponse C, on pouvait l'éliminer directement. Alors, ça se jouait sur quoi? Ça se jouait sur si, joint ou si, jointe, et sur relu ou relu.
accordé ou pas accordé. Alors 6 juin, la locution 6 juin est invariable quand elle est placée avant ce qui est joint. D'accord? Donc on dit tu trouveras 6 juin les chroniques. Par contre, quand la locution 6 juin est placée après, l'accord est libre selon grammaticalement ce qu'on va avoir comme conviction personnelle. Donc on peut dire tu trouveras les chroniques 6 juin ou tu trouveras les chroniques 6 jointes. Par contre, quand c'est placé avant, c'est invariable. C'est la même chose pour y compris. Je peux dire 732 € taxes comprises ou taxes y compris, mais si je mets y compris avant, si je dis 732 € y compris les taxes, y compris va être invariable. Et en ce qui concerne l'accord de relu, c'est un simple accord du participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir, donc il n'est pas accordé avec le sujet j'ai, mais il est accordé avec le COD, le complément d'objet direct, donc j'ai relu quoi? Les chroniques, s'il est placé avant le verbe. Ici, les chroniques que j'ai relues, donc le COD, j'ai relu quoi? Les chroniques est bien placé avant le verbe, on va l'accorder, donc j'ai relu, je l'accorde avec chronique, qui est au féminin pluriel, donc relu, UES. Tu trouveras 6 juin les chroniques que j'ai relues. Pour en améliorer l'orthographe et la syntaxe, c'est donc la réponse D. Question 13 à 15, on est à nouveau dans un ensemble suivi. 13, fin septembre, le ministre avait sonné la fin des dérives abjectes du monde de la finance suite à quelque chose autour de la loi de moralisation du capitalisme, limitant notamment à 8 000 € les bonus des traders. Alors, est-ce qu'il avait sonné l'alali ou le glas? En tout cas, s'il sonne le glas, il le sonne sans accent circonflexe, G-L-A-S, donc on pouvait éliminer la réponse A, et s'il sonne l'alali, c'est 2 L pour le premier et 1 L pour le deuxième. Sonner le glas, sonner l'alali, c'est 2 expressions qui veut dire annoncer la fin. D'accord? Alors, il avait sonner l'alali ou sonner le glas, autrement dit, il avait annoncé la fin des dérives abjectes du monde de la finance, suite à, et il nous reste les propositions B et C, donc suite à l'application massive ou à l'entrée en vigueur de la loi de moralisation du capitalisme, limitant notamment à 8 000 € les bonus des traders. Alors s'il annonce la fin, c'est que la loi n'est pas encore massivement appliquée, c'est qu'elle va être appliquée, donc c'est qu'elle entre en vigueur. La seule réponse logique, c'était la réponse C. Il avait sonné l'alali pour l'entrée en vigueur de la loi. Réponse C. 14. Cependant, l'examen attentif du texte a permis de révéler une contradiction, une faille, une paradoxe, une lacune, une bizarrerie dans son article 7. Les entreprises, banques, établissements financiers, établissements de crédit, etc., dont plus de 20% des effectifs sont établis hors de France, sont considérés comme des sociétés étrangères et ne sont pas soumises à cette loi. Alors, avant de se demander quels sont les mots les plus adaptés au niveau du sens, regardons au niveau de l'orthographe. On nous dit que les quelque chose sont considérés. Ce qui veut dire que le deuxième mot qu'on cherche à remplacer doit être féminin, parce que sinon, si c'était les établissements de crédit, ils seraient considérés ES, pas EES. Donc on peut éliminer établissement de crédit et établissement financier. Réponse C et D. Les entreprises, les banques et les sociétés, ça marchera. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le texte? Est-ce qu'on a trouvé une contradiction, une faille ou une bizarrerie du fait que les entreprises, banques ou sociétés dont plus de 20% des effectifs sont établis hors de France sont considérées comme étrangères et donc ne seront pas soumises à la loi? Ce n'est pas forcément une contradiction, parce que ce n'est pas contradictoire qu'une entreprise qui a des effectifs à l'étranger soit considérée comme une société étrangère. Il nous reste faille ou bizarrerie. Alors, faille, oui, parce que ça pourrait être exploité par les sociétés pour payer moins d'impôts et pour pouvoir verser les bonus, par exemple. Donc, c'est exploitable, c'est une faille, en effet, et une bizarrerie, pourquoi pas, mais c'est un peu familier. Alors, ce sera plutôt la réponse B, d'autant plus qu'entre banque et société, on penche plutôt pour banque, parce qu'on nous parlait qu'on voulait limiter les bonus des traders. Donc, réponse B à la question 14. Et enfin, question 15, relevant que 95% des bonus sont distribués par des entreprises répondant à ce critère, de nombreux opposants analysent cette erreur comme une nouvelle preuve du courage, de l'innocuité, de l'amateurisme, de l'indolence ou de la lâcheté du gouvernement, voire une trahison du peuple. Alors, regardons ce qui pourrait coller.
Une nouvelle preuve de l'amateurisme du gouvernement, tandis que les plus virulents parlent de trahison du peuple. Oui, ça colle très bien. On s'imagine bien ce genre de phrase dans le débat politique. Une nouvelle preuve de la lâcheté du gouvernement. Jargon qu'il convient de traduire par trahison du peuple. Oui, c'est pas mal du tout non plus. B et D sont un petit peu moins bien. Une nouvelle preuve de l'innocuité du gouvernement. D'autres y voient une forme de trahison du peuple, de l'indolence du gouvernement, voire même de trahison du peuple. Bon, c'est beaucoup moins bien. Et par contre, la proposition A, elle est totalement hors contexte. Regardez, les opposants analysent cette erreur comme une preuve du courage du gouvernement, alors que le ministre lui-même reconnaît l'objectif d'une trahison du peuple. Alors on élimine cette réponse A et puis les B et D qui ne convenaient pas trop et on hésite entre C et E. Si on fait ça, on tombe directement dans le piège qu'a voulu mettre le concepteur du sujet. C'est qu'on a oublié d'être attentif aux consignes. Qu'est-ce que nous disait la consigne? Pour les questions 13 et 14, vous remplacerez les pointillés par la proposition qui correspond le mieux, qui s'intègre le mieux. Et pour la question 15, vous remplacerez les pointillés par la proposition qui correspond le moins. Et la proposition qui correspond le moins, c'est évidemment la A. N'oubliez pas de lire et d'être très attentif aux consignes parce que dans ce sous-test 5 d'expression, tout comme dans le sous-test 3 de raisonnement-argumentation, il y aura quasiment systématiquement plusieurs questions. Je ne parle pas forcément d'une, mais plutôt de 3 ou 4, où la consigne sera l'inverse de ce qu'on vous demande habituellement. Que ne peut-on pas conclure? Quel est le groupe de mots le moins adapté? Quel est le meilleur antonyme? Qu'est-ce qui conviendrait le moins? Quelle histoire conviendrait le moins? Quel proverbe conviendrait le moins? Donc super attentif à ces consignes-là qui font des erreurs stupides à beaucoup de candidats. Voilà pour la correction du sous-texte d'expression. Si vous voulez continuer la correction, vous avez le lien qui apparaît à la gauche de l'écran pour le dernier sous-test de ce test blanc numéro 1, donc le test de logique. Vous avez également les liens pour les autres sous-tests si vous voulez revenir en arrière ou si vous ne suivez pas cette correction dans l'ordre. Si vous souhaitez approfondir un peu l'expression, vous avez les cours d'expression ou le cours d'expression sur la chaîne YouTube. Vous avez également tout ça dans le livre. Vous avez les liens pour le livre et pour le site internet toujours sur l'écran. Et enfin, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Facebook ou à Twitter où on publiera du contenu tout au long de l'année. Je vous dis merci d'avoir regardé cette correction et je vous dis à tout de suite pour la correction de la logique.